ce soir, dans le cadre de l'exposition temporaire qu'on a sur l'exposition Lépine en ce moment et jusqu'au 6 juillet, il va vous présenter les travaux de Sapage et comment le préfet Lépine a fait face à ce problème de sécurité à la fin du 19e et au début du 20e. Je vous souhaite une très très bonne référence et merci encore, monsieur. Alors merci à toutes et à tous d'être là. Je suis ravi de voir un public aussi nombreux. Un grand remerciement à Anaïs Evenot, la patronne de ce musée. Tout l'honneur est pour moi. Un remerciement aussi particulier à Claude qui a tenu à être là, Claude Cancès, qui est mon complice dans un certain nombre de livres. Et je ne vais pas vous parler, ou un tout petit peu, du 36 qui est des Orfèvres, mais je vais vous parler de la police de Lépine, du préfet Lépine, face aux Apaches de Paris. Alors, à vrai dire, ça va être faussement le sujet principal. Le vrai sujet, c'est l'utilisation de l'insécurité comme moyen sur l'opinion publique. On parlera de la tentative d'abolition de la peine de mort sous le gouvernement Clémenceau. On parlera du rôle des journaux populaires sur l'opinion publique. On parlera aussi de cette période, de ce qu'on appelait la Belle Époque. On a donné ce nom à la Belle Époque un peu au moment où Stefan Zweig parlait du monde d'avant. Eh bien, nous, pareil, on parlait de la Belle Époque, mais pas les historiens, parce qu'on sait trop bien que c'était une époque qui était loin d'être belle. Les bistrots du quartier de la ville 12, les barbillons traquaient à la santé. Dans leurs photos, ils décoraient son rose, et l'on chantait vive la liberté. Oh, et les Apaches, à nous les Eustaches, les langues avirones, les longes d'assassins, pour le bidon des roussins, et pour le ventre des casseroles. Voilà, je voulais que vous l'entendiez, c'était donc Aristide Bruand. On était à Montmartre en 1908. L'enregistrement a été fait un peu plus tard et grâce à mon fils, retravaillé par l'intelligence artificielle, on l'entend. Voilà, donc merci aussi à Alexandre. Les Apaches. Dans l'idée de tout le monde ici, peut-être, les Apaches, ce sont les mauvais garçons des barrières, les mauvais garçons des quartiers populaires de Paris, ce qu'on appelait les barrières de l'octroi. Au-delà des barrières de l'octroi, c'est les faubourgs. On dirait aujourd'hui la zone. Bon. Pourquoi a-t-on parlé autant d'eux ? C'est une période tout à fait particulière, encore une fois, une période, vous allez le voir tout à l'heure, où l'insécurité s'invite dans le débat politique. Toujours est-il qu'en 1900, quand l'exposition universelle a lieu à Paris, Paris est une ville, une des plus belles et des plus grandes villes du monde. C'est une ville qui a un éclat exceptionnel. Alors la France de l'époque est une France riche. Nous avons les colonies que nous exploitons à fond. Nous avons les houillères, les mines, la sidérurgie. Nous avons un développement économique énorme. Et nous avons fini de payer la dette de la guerre de 1870. Donc on est riche. Oui, une partie de la population est riche. Notamment les plus riches plus les rentiers. Mais le reste de la population vit dans des conditions extrêmement difficiles et notamment les classes inférieures de la société qui sont, pour beaucoup d'entre elles, les plus laborieuses. Donc on est dans une situation assez paradoxale de ce point de vue-là. Et ces jeunes des barrières, eux, ils ont deux défauts. Le premier, c'est que pour beaucoup d'entre eux, ils n'ont pas de travail, ou n'en veulent pas, ou n'en veulent pas. Et la deuxième, c'est qu'ils sont contre l'autorité, toutes les autorités. Ils ne sont pas anarchistes, parce que les anarchistes ont un principe, ils ont une règle, ils souhaitent quelque chose. Vivre avec des entités autonomes qui s'échangent entre elles, mais ils ont un plan politique. Eux, non. Ceux qu'on va bientôt appeler les Apaches, ce sont des voyous des barrières, ils méprisent l'autorité, ils méprisent le bourgeois et ils méprisent la police. La police qui, à l'époque, est représentée par lui, Louis Lépine. Louis Lépine est un personnage incroyable parce qu'il va marquer cette époque. D'abord, il a à son palmarès un record. Il est le préfet de police parisien qui va rester le plus longtemps à son poste. 2 fois et plus de 15 ans. C'est
un record qui n'a jamais été dépassé et jamais égalé. Qui est-il? C'est un Lyonnais, dans une famille aisée. Son père est teneur de livres. C'est comme ça qu'on appelait les comptables de haut niveau. Donc il gagne très bien sa vie. La famille a des rentes. Il ne manque pas d'argent. Donc le fils va faire des études de droit à Lyon et il les finit à Paris, ces études de droit. Il les finit ici, à la Sorbonne. Et c'est l'époque où la Première Guerre mondiale éclate. Alors il part à l'armée. Il devance l'appel, il part. Il part se battre et il est récompensé par une médaille militaire. Ce petit bonhomme est une boule d'énergie incroyable et sa vaillance au combat lui vaut une médaille militaire. Quand il revient, médaille militaire plus diplôme, lui dit non, moi je vais être avocat d'abord. Il veut apprendre à parler, il veut apprendre le métier d'avocat. Mais très rapidement, il s'aperçoit que il lui faudra vraiment se battre beaucoup parce que dans sa famille, on n'a jamais été dans ce monde. Donc, il préfère choisir l'administration où, encore une fois, grâce à son bagage, sans problème, il devient sous-préfet. Alors, il part à Montbrison, il part à Fontainebleau, et puis, le voilà préfet. Préfet d'abord de la Loire, et là, encore une fois, parce qu'encore une fois, Georges Clemenceau dira de lui, c'est un honnête homme et un homme honnête. Et il rajoutera plein de courage. Et quand on voit qu'il est préfet de la Loire, il y a un coup de grisou dans l'une des mines à côté de Saint-Étienne. La première équipe de sauveteurs qui descend par l'ascenseur qui a été rétabli, il veut être dedans. Ben, écoutez, moi je dis que c'est pas de n'importe qui ferait ça. Lors des 2 sièges contre la bande à Bonneau, il est présent. Lors du siège rue de Chabrol, il est présent. Lors des inondations, il va partout sans s'inquiéter. Lors des manifestations très dures, et notamment les anniversaires de la commune, le 18 mars, tous les ans le 18 mars, anniversaire de la commune, ça ne se passe pas toujours bien, il est là. Il est avec ses troupes. Et cet homme devient préfet de police après être passé par la préfecture de Seine-et-Oise. Alors il faut se rappeler qu'à l'époque, il n'y a pas comme aujourd'hui donc la petite couronne, Paris, petite couronne et grande couronne. À l'époque, on a un département de la Seine et on a 2 blocs, la Seine et Oise, donc aujourd'hui Yvelines et une partie du Val d'Oise, et de l'autre côté la Seine-et-Marne. D'accord? Lui devient préfet de police à Paris, mais préfet pour la sécurité pour toute la Seine. Ça veut dire qu'il est chargé de la sécurité de plus de 4,5 millions d'habitants. Paris, à l'époque, c'est 2,7 millions. Eh oui, c'était très populaire. Il y avait beaucoup d'immeubles d'habitation, plus que d'immeubles commerciaux et de bureaux. Et vous aviez toutes les communes en périphérie qui font aujourd'hui la petite couronne. Donc, c'est énorme. C'est énorme. Mais pour répondre à cette exigence de sécurité pour une population aussi grande, il a des effectifs incroyables. Il a de gros effectifs. Il a un pouvoir énorme. Cette préfecture de police est puissante. C'est au point qu'à plusieurs reprises, elle a menacé la direction de la Sûreté Générale, qui s'occupe de la police sur le reste de la France. Et à deux reprises, la préfecture de police a eu la compétence sur la province. On ne le sait pas encore assez, mais à 2 reprises, sous la Troisième République, au début de la Troisième République, on considérait que la police de province n'était pas bonne, et donc on envoyait les policiers de la préfecture de police faire des enquêtes en province. Tout simplement parce qu'on copiait Scotland Yard, qui faisait cela depuis très longtemps. Voilà. Donc, une préfecture puissante. Combien a-t-il d'effectifs? Uniquement pour tout ce qui est sécurité publique, c'est-à-dire les personnels en uniforme, on dit les personnels ostensibles, pour les différencier des personnels en civil inostensibles. Donc les personnels en uniforme qui s'occupent de la tranquillité, la paix publique, ils sont 8000. D'accord? Mais il faut y ajouter 600 parce qu'il y a des brigades centrales qui s'occupent du maintien de l'ordre. La première brigade, qui est un peu la garde prétorienne du préfet, elle est constituée d'hommes qui font entre 1,80 m et 2 m. C'est des brutes, ils sont énormes. Et c'est ceux qu'on place devant
quand il faut faire le coup de poing contre les anarcho-syndicalistes ou contre les anarchistes ou contre un certain nombre de manifestants très très durs, des nationalistes extrêmement virulents, c'est eux qu'on met devant. Hein. Les effectifs des commissariats, les effectifs des autres compagnies d'intervention viennent après. Donc vous rajoutez tout ça, on est déjà pas loin de 9000, et vous avez à tout cela, il faut rajouter les personnels inostensibles, ceux qu'on ne voit pas mais qui sont là. Parce que le préfet de police de Paris, il sait tout ce qui se passe dans sa capitale. Aujourd'hui, vous avez, grâce à nos portables, nous savons très vite que telle vedette de cinéma est entrée dans tel café. Lui, le préfet, il savait tout ça, sans arrêt. Le fils d'un ministre se dispute avec sa concierge et la frappe. Elle appelle le commissariat. Le commissariat transmet au préfet. Le préfet au président. Ça va très très vite. Le préfet de police est au courant de tout. Et pas seulement des choses qui se passent dans la rue, au vu et au su de tout le monde. Il est aussi au courant de toute votre intimité. Pourquoi ? Parce que d'abord, il a ce qu'on appelle les garnis. Les garnis, c'est un service qui contrôle tous les hôtels de la capitale. Et donc, pour chaque personne, il y a une fiche. Et le matin, le contrôleur des garnis, l'inspecteur qui contrôle les garnis, il vient à l'hôtel, il dit, bon, il est parti, oui, à quelle heure, avec qui il était, voilà, il note tout. Donc, il y a plein de fiches comme ça, qui sont au 36 quai des Orfèvres. Et Georges Simenon a écrit un reportage en 1935, je crois, sur les garnis. Et il dit, dans le reportage, il dit, vous arrivez, puis vous dites... donnez-moi un nom, n'importe lequel. Bon, un tel, dit, regarde, il est passé à tel hôtel de telle date à telle date. Vous voulez savoir avec qui il a dormi? Voilà. Donc vous savez vraiment tout. Et nous verrons tout à l'heure, quand nous parlerons de quelques affaires criminelles, que l'utilisation qui était faite de ces informations était énorme. De la même manière, il y avait les sommiers judiciaires qui sont gérés par l'identité judiciaire à partir des années 1890. Et ces sommiers judiciaires, il y a tout votre passé, tous vos antécédents judiciaires. Donc il y a une information incroyable. Et puis, il y a la police politique. Il y a des brigades de recherche. La première brigade s'occupe de tout ce qui est le monde de droite et d'extrême droite et le monde financier. La deuxième brigade s'occupe de tout ce qui est la gauche et extrême gauche, et puis tout ce qui est syndicalisme. La troisième s'occupe de tout ce qui est anarchie. Alors là, la troisième, c'est un peu particulier parce que c'est presque un travail qu'aujourd'hui on appellerait du contre-terrorisme. Et vous aviez un cas étrange, j'ai découvert ça lors de mes travaux de thèse, c'est le contrôle général, qui est créé en 1850, dans les années 1850, ce contrôle général qui est censé être la police des polices. Et il le fait. Il est au service du préfet et il dit tel commissaire est corrompu, il le fait. Oui, sauf qu'il y a toute une partie de ce service qui fait vraiment autre chose, qui a des mouchards, qui a des informateurs dans le monde de la presse. J'ai découvert un nombre incalculable de notes de correspondants, on appelait ça des correspondants, les honorables correspondants pourrait-on presque dire, qui étaient des mouchards infiltrés dans les journaux, infiltrés dans les imprimeries. Et donc le préfet de police, avant même qu'un livre ou un journal ne sorte, il savait déjà ce qu'il y avait dedans. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc ce préfet, il est au courant de tout. Donc vous allez me dire, il est à la tête d'une formidable machine policière. Oui, cette machine policière, elle est installée à la fois, donc caserne de la Cité, vous la connaissez, vous la voyez juste en face de Notre-Dame, et vous avez le 36 quai des Orfèvres, de l'autre côté du boulevard du Palais. C'est les deux places fortes du préfet de police. C'est Louis Lépine qui fait entrer les méthodes de Bertillon en action, et c'est surtout lui qui va créer en 1893 le service de l'identité judiciaire, qui a une grande importance parce que l'anthropométrie judiciaire, moi je n'y ai jamais beaucoup cru. En revanche, toutes les méthodes, la photographie d'identité judiciaire face profil, les plans sur les scènes de crime, la protection des scènes de crime, etc., c'est un gros travail. Mais dites-vous bien que nous sommes à une époque où il n'y a pas
de TVA et il n'y a pas d'impôt sur le revenu. Donc les revenus de l'État sont quand même assez faibles. Donc, naturellement, en contrepartie, la sécurité sociale, n'en parlons pas. Les retraites, n'en parlons pas. Et alors, le budget de l'État est d'une parcimonie incroyable. Autrement dit, les commissariats d'arrondissement et les commissariats de quartier sont dans un état déplorable. Le matériel qui équipe les policiers met toujours beaucoup de temps à arriver. Autrement dit, vous faites une réforme, hein, on en parlera dans une seconde avec les hirondelles, elle ne se met réellement en place que 2-3 ans après, parce qu'il faut les moyens. Je donne un exemple toujours. Vous savez, la sûreté, l'ancêtre de la PJ, s'installe au 36 quai des Orfèvres en 1888. À partir de 1890, la plupart des services commencent à être équipés d'un téléphone. Eh bien, la PJ devra attendre 1911, c'est-à-dire le moment de la bande à Benoît. Tellement, c'est très très long, très très long. Ceci restera comme une des images de ce que Lépine a apporté à la préfecture, les hirondelles. On appelle les hirondelles, ce sont les policiers cyclistes. Il y en a partout dans la capitale, sauf dans certains secteurs, et notamment le bas de Montmartre, parce que les côtes sont trop fortes. Et les buttes de Chaumont, pareil, parce qu'il y a certaines côtes qui sont totalement impraticables. Mais à partir de 1901, on en trouve partout, dans tous les arrondissements de la capitale. Et j'en parlerai, je suis obligé de vous en parler maintenant, parce que tout à l'heure, quand je parlerai des Apaches, vous verrez le rôle qu'ils ont pu jouer. Parce que c'est une force qui se déplaçait très très rapidement, d'autant que Lépine a fait une chose très particulière, parce qu'il s'est occupé beaucoup, je le dirais, de circulation, il a doté les agents de sifflets. Et dans la nuit, si vous entendez un coup de sifflet, ça veut dire qu'un collègue est en danger et vous y allez tout de suite. Et nous allons voir à quel point les hirondelles, quand le dispositif sera réellement mis en place, joueront un rôle très très important dans la sécurité du Paris nocturne. Alors pourquoi les appelait-on hirondelles ? À la fois parce que les vélos étaient des vélos de la marque Hirondelle, et puis aussi parce que leur gabardine au vent leur donnait, bon ça c'est l'image journalistique, leur donnait l'air des ailes d'hirondelle. Voilà. Lépine, il a une obsession, c'est faire aimer la police. Parce que ne croyez pas que ça date d'aujourd'hui, hein, le fait qu'une partie de la population a du mal avec nous, avec les policiers. Non, déjà à l'époque, les deux bords extrêmes ne nous aimaient pas, nous détestaient. L'extrême gauche comme l'extrême droite. Et au centre, bon, selon les esprits, suivant les sujets, suivant les matières et tout, on ne nous aimait pas non plus beaucoup. Et puis, Lépine a voulu changer cela. Et il va faire plein de choses. Là, je n'en ai mis que quelques-unes. Ici, si vous allez dans le musée, vous allez, tout ce qu'il y a là, vous pouvez voir à quoi ça correspondait. La circulation. Il met en place le bâton blanc pour qu'on puisse voir les agents quand la nuit est en train de tomber ou au petit jour. Il met en place aussi le sifflet, je vous l'ai dit. Il met en place des postes pour protéger les agents au milieu des carrefours. Il invente les agents Berlitz. Qu'est-ce que c'est, les agents Berlitz ? Eh bien, ce sont des policiers à qui on améliore l'usage d'une langue étrangère. C'est donc Berlitz, c'est la société Berlitz qui existait déjà. Et ils portaient un brassard avec la langue qu'ils étaient en mesure de parler pour les touristes. Parce que, encore une fois, Paris était une capitale cosmopolite. Paris, à l'époque, est déjà la capitale de la politique, la capitale de l'art, la capitale du beau, la capitale de l'élégance. Et il y a beaucoup, beaucoup d'étrangers. On pense à beaucoup d'auteurs, d'ailleurs, écrivains et peintres, qui étaient déjà à Paris à cette époque-là. Il met en place les bornes d'appel. Vous en avez une là-bas, de l'autre côté du musée. Deux types de bornes, les bornes rouges pour appeler des secours, des sauveteurs, et des bornes marron pour appeler un commissariat de police le plus proche. Voilà. Donc ça, c'est vraiment une nouveauté très importante. Les chiens sauveteurs, alors c'est des chiens qui vous réconcilient avec la race canine, parce que ce ne sont pas des chiens qui gardent des camps. Ce sont des chiens qui sont vraiment là pour sauver les gens, et notamment en plongeant dans la Seine. La brigade fluviale, pareil, je disais qu'il veut gérer mieux la circulation, parce que c'est des embarras à Paris incroyables. Mais il veut aussi gérer la circulation dans la Seine. La Seine que vous voyez aujourd'hui n'a rien à voir avec la Seine d'il y a un siècle. Elle était encombrée de péniches.
Tout ce qui était charbon qui alimentait la capitale, c'était par les péniches. Tout ce qui était denrées alimentaires non périssables arrivait par les péniches. La Seine était un vrai boulevard de circulation. Donc il crée cette brigade fluviale, non seulement pour mieux gérer le passage de ces péniches et des bateaux en général, parce qu'il fallait respecter les arches, hein, et aussi pour le sauvetage, pour intervenir en cas de sauvetage nécessaire. Et je vous assure que je me suis arrêté là parce que, par exemple, j'aurais pu citer aussi le concours des inventeurs, hein, le concours Lépine, mais il crée un musée. Un musée, et vous savez où il le crée? Au rez-de-chaussée, donc en 1909, au rez-de-chaussée du 36 quai des Orfèvres. Voilà. Et donc, un jour, il partira de là-bas pour venir ici. Voilà. Donc, cet homme veut faire tout ça. Sauf que faire aimer la police, je vous l'ai dit, par la plus grande partie de la population, mais vous avez une partie qui, elle, ne veut rien savoir. C'est les rebelles et les marginaux. Rien à faire. J'ai fait exprès de choisir cette carte postale. On voit ici Lépine en train de mordre les fesses d'un Apache. Et on voit ici la brigade des mœurs qui traîne une casserole parce que malheureusement, la prostitution est un sujet épouvantable. Le transfert de la brigade des mœurs vers la sûreté, la police judiciaire, à la fin du 19e siècle, a changé les choses, mais il y a encore des problèmes. La prostitution est contrôlée parce que les filles doivent être encartées et soumises à une inspection sanitaire, obligées pour pouvoir travailler. Sauf que beaucoup d'entre elles ne sont pas encartées, apparaissent et disparaissent du jour au lendemain, et que les policiers abusent beaucoup de leur pouvoir. Et donc, elle a une très mauvaise réputation. Donc, toute cette partie de la population, que ce soit les voyous, tous ceux qui sont liés à la prostitution, et je pense notamment aux proxénètes, hein, parce qu'ils sont quand même assez nombreux, il faut bien faire tourner les maisons closes, il fallait faire avec. Et donc là, la police, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, a beaucoup de moyens. Mais le plus dur pour Lépine, c'est ça, c'est la rue. Comme je vous l'ai dit, il doit faire face à d'énormes manifestations intenses, que ce soit à l'occasion du 1er mai, que ce soit à l'occasion de la célébration de la Commune de Paris, que ce soit à l'occasion des manifestations qui sont lancées par les nationalistes, et surtout à l'occasion de l'affaire Dreyfus. Parce que Lépine arrive en poste presque au moment de l'affaire Dreyfus. Il arrive en poste en 1893. L'affaire Dreyfus commence pour l'opinion publique en décembre 1894. Mais Lépine a déjà été sollicité dans cette affaire. Et notamment Bertillon, qui va faire un rapport terrible, qui accuse Dreyfus, il faut bien le dire. Mais Lépine, il ne le sent pas. Il ne le sent pas. Pourquoi? Parce qu'il a envoyé Cochefer, le patron de la sûreté, procéder à l'arrestation sur l'ordre des militaires, de la justice militaire, à l'arrestation de Dreyfus. Mais Cochefer n'y croit pas. Il n'y a pas de mobile. Il n'y croit pas du tout. Et l'état-major militaire, pour pouvoir justifier l'arrestation de Dreyfus, fait croire que c'est Cochefer qui a fait l'enquête, alors qu'il n'a fait aucune enquête sur Dreyfus. Et pire que ça, il demande à un agent de faire des rapports qui donnent des mobiles à Dreyfus, notamment un rapport qui dit qu'il perd beaucoup d'argent au jeu, qu'il joue beaucoup. Dreyfus ne joue pas. Qu'il aurait une maîtresse à telle adresse, etc., etc. 5 rapports plein d'accablantes dénonciations sur Dreyfus. Et Lépine, qu'est-ce qu'il fait quand il reçoit ça? Il vérifie tout. Et il envoie des rapports pour dire tout est faux. Tout est faux. Le Dreyfus dont vous parlez de l'histoire d'argent, c'est un homonyme. C'est pas du tout Alfred Dreyfus. L'histoire de cette femme qui serait sa maîtresse, mais pas du tout. Elle a effectivement pour amant un militaire qui est en poste dans l'Est, mais ce n'est pas du tout Dreyfus. Et il envoie 5 rapports. Eh bien, tenez-vous bien, aucun de ces rapports ne sera cité au moment du procès. Aucun. Donc vous voyez bien, et Lépine ne dira rien. Autrement dit, il n'attaquera pas Dreyfus, parce qu'il n'est pas du tout antisémite, mais il ne le défendra pas, comme la plupart des gens de cette époque-là, à ce moment-là de l'affaire. Et donc, pourquoi Lépine est débarqué en 1897?
Moi, très franchement, je pense que c'est parce qu'il montrait une certaine indulgence à l'égard de la gauche centriste, du centre-gauche, des radicaux socialistes et des socialistes indépendants. Quand je dis indulgence, c'est qu'il ne les accablait pas, il ne faisait pas de provocation, il n'utilisait pas la police politique à des fins de manipulation. Et ça ne devait pas plaire au pouvoir à l'époque, parce qu'il faut que vous sachiez, pour essayer de vous reconstituer l'époque, à cette époque-là, vous avez une majorité radicale. Alors radical, ça n'a rien à voir avec ultra. Non, radical, ça vient du mot racine. Ils veulent la République à la racine. Ce sont des républicains attachés à la République, et on les appelle les radicaux. Et ces radicaux forment une sorte de, ce qu'on a toujours connu en France, un centre, qui seul ne peut pas gouverner. Donc il a besoin d'aller piocher sur les bords. À une certaine époque, donc entre 1893 et 1897, il va piocher à droite. Et là, on voit qu'il y a une tendance à se mettre plus à droite, à cause notamment de l'affaire Dreyfus. Et ensuite, il va virer à gauche. Et on va arriver à 1902 avec la création du bloc des gauches. D'accord ? Problème de Lépine, c'est que le préfet de police, il est à la merci du pouvoir. Vous voyez ? Et là, à un moment donné, c'est pour ça qu'ils le font partir, parce que je pense qu'il est en désaccord avec la façon de voir les choses du gouvernement en place. Mais il part en Algérie, il est gouverneur de l'Algérie pendant un peu plus de 2 ans, et ensuite il revient. En 1897, il revient, et là, il va rester jusqu'à 1913. Vous voyez un peu la durée. Et ce Lépine qui revient, il connaît tout par cœur, et notamment le maintien de l'ordre. Parce que, il faut le lui reconnaître aussi, il a commencé à inventer le maintien de l'ordre moderne. Qu'est-ce que c'est le maintien de l'ordre moderne ? Maintenir l'ordre, ce n'est pas la guerre. Vous ne voulez pas capturer des gens. Vous voulez les faire se disperser, et avec le moins de dégâts possible. Vous ne voulez pas que vos policiers, vos effectifs soient blessés, qu'ils subissent des dommages, mais vous ne voulez pas non plus que les manifestants aient des dommages. Donc il faut les disperser avec le moins de dégâts possible. Et ça, il a appris à le faire. Alors, il aura des échecs, il y aura des morts dans toutes ces manifestations, parce que chaque année, il y a beaucoup de manifestations, il y aura des morts, mais en très faible nombre, quand on les compare à la même époque, par exemple aux États-Unis ou en Angleterre. Il est le maître incontesté de la rue, mais il va y avoir les Apaches. Qu'est-ce que c'est que les Apaches ? Vous voyez, Paname est Apache. C'est un journaliste qui utilise l'expression pour la première fois autour de 1901 et 1902. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y a une mode du Far West à l'époque. Buffalo Bill, le extraordinaire ami des animaux. Non, c'est un tueur de bisons comme on n'en a jamais vu sur cette planète. Et Buffalo Bill vient avec des Indiens, avec des chevaux, avec des cow-boys, avec des lassos, et il fait une tournée européenne qui a un énorme succès. Et en plus de ça, à l'époque, les petits fascicules, les fascicules populaires, les livres qui ne coûtent presque rien, plein de ces livres, c'est le Far West. On parle du Far West. Un peu dans le prolongement de Féminor Cooper, on parle sans arrêt du Far West. Et donc, pour les gens, l'Apache, il est quoi ? Il est violent, il est cruel et il est tatoué. Et oui, il le voit comme ça. On n'a pas encore Little Big Man, on n'a pas encore cette modification de l'image qu'on a de l'Apache. Et le voilà. Et le voilà, vous l'avez là, l'Apache. Il est tatoué. Il a notamment très souvent ici des étoiles et des mentions comme quoi il déteste la police. Il porte des armes. Ces armes sont en général un couteau et un revolver, mais il en a d'autres. Il a notamment le coup de poing américain. Il a notamment le ceinturon dont la pointe, qui est en fait un poignard, et la pointe rentre dans l'autre partie du ceinturon. Et il a un truc que vous pouvez ici voir dans le musée, c'est l'os de mouton. Un os de mouton qui est une véritable massue. Et d'ailleurs, je crois que le musée en a 3 exemplaires. La tenue, le foulard rouge, le petit veston cintré, la petite presque marinière, le pantalon en patte d'eff,
mais il a une ceinture en flanelle couleur rouge. Bon, ça ressemble un peu au Pays Basque, on a l'impression d'être aux fêtes de Pampelune, mais non, pas du tout, c'est bien les Apaches de Paris. Et le béret, et puis souvent la nuque rasée, c'est un style. Donc la haine, comme je vous le disais précédemment, la haine du bourgeois, du flic et du travail. Et il faut le dire aussi, on aime bien quand les jeunes vont se faire tuer à la guerre, mais là, les jeunes, pour les rentiers et tout ça, ils font peur. Ils font peur, ils sont par groupe, ils chantent, ils sont bruyants, ils font peur. Donc ce n'est pas seulement l'Apache en tant que telle, c'est la jeunesse bruyante, excessive, voilà, qui dérange. Et partout, ce mouvement des Apaches de violence va se développer en France. Pas seulement à Paris, à Marseille, on rencontre le même problème. Et vous voyez, encore une fois, le journal, le petit journal ou le Petit Parisien font toujours leur couverture de leur supplément illustré en montrant ces violences. Donc on le rabâche suffisamment aux gens, hein. On montre aussi comment ils sont capables d'humilier et de montrer le mépris qu'ils ont pour les conventions et les gens qui ne savent pas se battre. Et il a en l'occurrence un acte raciste épouvantable. Et la police parisienne est durement éprouvée parce que sans arrêt, les bagarres avec les groupes Apaches créent des dégâts importants dans les endroits où ça se passe et aussi des blessures graves chez les policiers et aussi chez les Apaches. Mais c'est une affaire, en 1902, qui va faire connaître les Apaches à la France entière et faire que ce mouvement, ce phénomène se développe énormément parce que c'est les médias. Hein, les médias de l'époque, c'était la presse populaire. Il faut savoir que beaucoup de journaux à l'époque tiraient à plus d'1 million d'exemplaires chaque jour. 1 million. Et ils étaient lus chaque jour par plusieurs personnes. Donc imaginez-vous combien de personnes ils arrivaient à toucher. Et beaucoup d'entre eux mettaient en couverture, et notamment leurs suppléments illustrés, des actes de violence qui faisaient peur. Donc il y a vraiment, ça génère vraiment un sentiment d'insécurité. Et, je rajouterai cela, c'était 5 sous. 5 sous, c'est la plus petite pièce du porte-monnaie à l'époque. Donc ça partait. Puis vous aviez les hurleurs, les vendeurs de journaux dans la rue, qui vous disaient les gros titres en les hurlant dans la rue. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça veut dire que quand on vous parlait d'un meurtre, quand vous parlez d'une agression, d'un viol, on vous criait « Elle a été violée 10 fois !» Et ils criaient ça toute la journée, quoi. Donc vous voyez la répercussion que ça pouvait avoir sur la population. Donc une affaire va être très particulière, c'est l'affaire de Casque d'Or. Elle s'appelle Amélie Elie. Elle est d'Orléans, cette jeune femme. Une enfance désastreuse. Ses parents vont vers Paris parce qu'ils ont des difficultés. Le père meurt. Elle se retrouve dans un quartier populaire à Paris et dès l'âge de 13 ans, elle s'enfuit avec un jeune homme, le matelot. Bon, sa mère la rattrape, elle la retrouve dans un hôtel, elle la ramène à la maison, mais l'année suivante, la maman meurt et la voilà donc complètement orpheline. Qu'est-ce qu'elle fait? À 14 ans, la prostitution. Donc, mais elle ne l'a fait pas avec n'importe qui, elle l'a fait avec une autre prostituée qui s'appelle Hélène de Courty. Elles se disent à toutes les deux, on s'aime, et puis on n'a pas besoin de proxénètes, on va être nos propres proxénètes, et elles vivent ensemble plusieurs années. Donc, c'est comme ça. Amélie et Hélène vivent ensemble plusieurs années, et puis à un moment donné, Amélie, qui est un peu comme la Carmen de Bizet, quand elle n'aime plus, elle s'en va, et peu importe les dégâts. Et là, elle n'aime plus Hélène, donc elle s'en va, et elle va rencontrer un garçon qui est un voyou, il s'appelle Bouchon. Et Bouchon est un voyou proxénète, et il la met au travail, mais lui, il la tape, lui, il la frappe durement. Et donc, à un moment donné, elle a 19 ans, elle dit « Non, ça suffit, je m'en vais ». Et elle quitte ce Bouchon-là et elle traîne dans les rues. Et le hasard l'amène jusqu'à un certain, vous le connaissez sans doute parce que c'est dans le film, c'est Reggiani, c'est Joseph Plaigneur, Manda, il s'appelle Manda. Donc là, vous l'avez, c'est elle, Casque d'Or. Alors oui, pourquoi Casque d'Or? Son chignon. Elle est coiffée à la chienne, elle a un chignon de magnifiques cheveux blonds, et toujours coiffée, ça lui fait une sorte de casque en or. Voilà. Et donc, elle est, pour l'époque, c'est un modèle de beauté. Les voilà, tous les trois. Et donc, Manda, Joseph Plaigneur, c'est un chef de bande.
Il est le chef de la bande des Orteaux. Les Orteaux, c'est un quartier à côté de Charonne. D'accord ? Donc, il est le patron de voyous. Mais attention, il travaille. Il fabrique des choses, notamment du matériel pour faire des cambriolages. Voilà. Et puis, de temps en temps, il fait aussi des cambriolages, quoi. Et c'est des voyous. C'est des voyous. Et le soir, ils font la fête à gauche, à droite dans Paris, toujours dans les quartiers populaires. Hein. Vous n'en voyez pas du côté de la Madeleine ou du côté des Champs-Élysées. Vous n'en voyez pas du côté de l'université parce que les étudiants n'aiment pas que les voyous viennent chez eux. Il y a déjà comme ça la répartition des territoires. Et donc, lui, c'est les Orteaux. C'est Charonne. D'accord ? Et il tombe amoureux et elle tombe amoureuse de lui. C'est comme ça. Et il ne la met pas sur le trottoir. Parce que ce n'est pas dans la nature des Apaches d'être des proxénètes. Et donc, elle vit avec lui. Sauf que monsieur, il a d'autres femmes dans sa vie. Et puis, il est souvent absent la nuit parce qu'il faut aller faire des casses, hein, il faut aller trouver de l'argent. Il disparaît tellement souvent que finalement, elle en a assez. Et un beau jour, et là, elle a 22 ans, elle s'en va. Et puis, ses pas l'amènent jusqu'au caveau des Innocents, au Halles. Et là, elle rencontre un Corse. Ils sont dangereux, les Corses, ils sont beaux. Et François Leca, lui, il est chef d'une autre bande. Donc, une bande du côté de Saint-Maur, les Popincourt, les Pop. Et donc, Pop et Orteaux, ça va devenir une bagarre permanente. Elle tombe amoureuse de Leca. Si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Et si tu m'aimes, prends garde à toi. Oui, sauf que quand Manda l'apprend, vous vous imaginez, il est chef de bande, elle s'en va comme ça, prend quelqu'un d'autre et s'affiche avec lui. Parce que naturellement, le fait qu'on les ait vus ensemble s'embrassant au caveau des Innocents, c'est vite. Hein. Donc le lendemain matin, quand ils descendent boire quelque chose à l'extérieur, Leca et elle, qui c'est qui approche ? Manda. Qui c'est qui donne un coup de couteau au ventre à Leca ? Manda. Premier coup de couteau. Naturellement, la police arrive. Manda a disparu. La police interroge Leca. Ah non, je ne le connais pas, je ne sais pas qui c'est. Voilà, fini. Parce que c'est comme ça, hein, les règlements de compte, c'est la loi du silence. Hein. L'omerta complète. Et donc là, il ne dit rien. Là-dessus, les deux amoureux continuent, donc il se fait soigner, ils continuent, ils sont à l'hôtel. Et le lendemain matin à l'hôtel, Manda arrive avec 5 de sa bande, il essaye de pénétrer dans leur chambre. C'est une bataille générale avec les personnels de l'hôtel. La police arrive, mais ils sont déjà partis, mais ils ont laissé l'hôtel dans un désastre le plus complet. Bon, pas grave. 2 jours plus tard, les deux bandes, elles décident de se rencontrer. Terrain neutre, à côté du boulevard Voltaire. Bagarre, couteau, revolver, os de mouton, tout. Et plusieurs 5 ou 10 blessés. On ne sait pas le chiffre exact puisqu'ils sont tous partis. Oui, sauf que Leca, lui, il prend 2 balles. Une balle dans le bras et une balle dans la cuisse. Il est vraiment dans un très sale état. Et Amélie ne le quitte pas, au contraire, elle reste à ses côtés et il l'emmène à l'hôpital Tenon. Et là, les policiers interrogent encore Leca. Non, je ne sais pas, on a été agressé, j'étais avec mes amis. Qui sont vos amis ? Vous savez, ça vient, ça va. Il ne donne jamais de nom, jamais rien. À Tenon, il est soigné et il sort de là dans un fiacre avec Amélie à ses côtés. Et vous savez ce que fait Manda ? Tenez-vous bien. Il monte sur le marchepied du fiacre et il lui balance 2 coups de couteau. Encore, dans le ventre. Il est tout près de l'hôpital, un jour il y retourne. Hein. Mais là, quand même, la police en a un petit peu assez et elle se décide à interroger la famille de Leca. Et le père dit tout. Le père est au courant de tout ça. Et il a peur pour son fils. Alors il dit tout. Et il donne le nom de Manda. Donc c'est Joseph Plaigneur. Et Joseph Plaigneur, il dit « Hop, je m'en vais ». Et il part à l'étranger. Ouais, sauf que il ne tient pas longtemps, quoi, parce qu'à l'étranger, c'est pas les mêmes règles. Et puis il n'a pas sa bande. Et donc il revient. Et là, parce que la police est très bien faite, parce que la police a ses fichiers, etc., il est arrêté très rapidement. Mais
il est remis en liberté, faute de témoignages contre lui, faute d'épreuves, faute d'éléments. Mais là, c'est l'inverse qui se produit. Le cas en a assez de cette poursuite parce que le cas et Amélie, grâce à tout ce que les journaux ont publié sur les Apaches, se sont fait une somme d'argent incroyable. Ils ont fait de l'argent sur cette histoire. Et ils veulent que ça continue. Ils sont heureux finalement, ils sont devenus bourgeois. Et donc il faut que Manda disparaisse. Alors là, c'est le contraire qui va se produire. C'est le cas qui rassemble ses effectifs et qui attaque. Et donc, là, ils se battent. Et là, il y a des blessés graves des deux côtés. Et là, la police embarque tout le monde. Je vous expliquerai ça dans 2 minutes parce que le dispositif de l'épine contre les Apaches commence à fonctionner à plein. Ce dispositif, c'est ces fameuses hirondelles et le renforcement des équipes dans les commissariats capables d'intervenir tout de suite, malgré les systèmes de passation d'une brigade à l'autre. Il s'est arrangé pour qu'il y ait un système qui fasse qu'il y ait toujours un effectif d'au moins 10 agents disponibles en cas de coup dur sur les arrondissements. Alors, bon, ils sont peut-être moins dans certains quartiers ou même pas du tout dans les quartiers, comme je le disais tout à l'heure, du centre, autour de la préfecture de police ou autour de l'université. Mais dans tous les quartiers, le 11e, le 10e, le 12e, le 20e, le 18e, etc., là, les effectifs ont été grandement augmentés. Il y a les bornes qui vont être mises en place bientôt, mais elles ne sont pas encore là, mais on commence à avoir les cyclistes. Et alors, qu'est-ce qui va arriver ? Une grosse partie de la bande est arrêtée, le cas est arrêté, Manda est arrêté, ils passent au tribunal et ils sont tous les deux condamnés. Ils partent tous les deux au bagne, tous les deux. Voilà comment finit l'histoire de Casque d'Or. Je vous parlerai tout à l'heure de la fin de Casque d'Or, parce que, croyez-moi, elle a une vie incroyable qu'elle va raconter dans ses mémoires. Mais là, nos 2 Apaches, eux, ils partent en Guyane. Et bon, je le raconte jusqu'au bout pour eux, mais en Guyane, l'un va disparaître très rapidement, il s'évade, mais on ne le retrouvera jamais. Manda disparaît, on ne le retrouvera jamais. Et l'autre, au bout d'une dizaine d'années, il finit sa peine, mais il y a un principe, quand vous êtes en relégation, vous devez continuer à vivre là-bas. Vous n'avez pas le droit de rentrer sur le territoire, vous êtes interdit de séjour en France. Donc il va rester en Guyane et il va mourir là-bas. Donc voilà la fin de l'histoire de Casque d'Or et de ses amants, qui à l'époque, dans les journaux, a eu un extraordinaire écho. Voilà, là c'était les exemples des bagarres. Voilà à peu près ce que ça donne quand des policiers essayent d'arrêter les bandes. Comme je vous l'ai dit, ils sont intervenus pour arrêter la bande au moment du dernier combat. Et maintenant, j'en viens au sujet principal, qui est l'insécurité à l'époque. Parce que là, je vous ai parlé des Apaches. Vous avez bien compris que le phénomène Apache est grandement amplifié par le traitement médiatique. Par contre, ce qui ne l'est pas, c'est les chiffres des comptes de la justice, qui montrent qu'il y a partout en France une augmentation très nette du nombre de crimes. Les comptes de la justice montrent que les assassinats et les meurtres sont en augmentation très nette. Alors, on a les chauffeurs de la Drôme, on a les chauffeurs du Nord. Pourquoi les appelle-t-on les chauffeurs ? Vous le savez, c'est parce qu'on leur brûle les pieds pour qu'ils disent où ils cachent leurs économies. D'accord ? Mais vous avez aussi les bandits d'Asbrook qui commettent des casses, et notamment la nuit, dans les villes. Vous avez la bande à Pépère, la caravane à Pépère, qui se déplace un peu partout en France. Des bandes qui sont plus ou moins organisées, avec de l'escroquerie, avec de l'enlèvement d'enfants, etc. Mais enfin, on n'est jamais trop sûr de tout ce qui se disait à cette époque-là, mais on sait que toutes ces bandes ont une activité criminelle importante. Et c'est une des raisons pour lesquelles Clémenceau va créer en 1907 les fameuses brigades du Tigre. Mais il y a un sujet qui vient à l'ordre du jour aussi. Ce sujet, c'est la peine de mort. Parce qu'à partir de 1906, le président Fallières, qui a succédé à Émile Loubet, il ne veut plus appliquer la peine de mort. Il gracie systématiquement les condamnés. Alors dites-vous bien, il les gracie, mais ils partent en Guyane, dans des conditions terribles, parce que les journaux les montrent comme s'ils étaient au Club Méditerranée. Non, pas du tout, pas du tout.
Et donc il les gracie, mais systématiquement. Et bien sûr, la droite, parce que je vous l'ai dit, à partir de 1902, on a un déplacement vers la gauche. Donc toute la droite et l'extrême droite, elle dit non, c'est impossible. Enfin, je veux dire, c'est laxiste. Vous avez deux idées. Vous avez l'idée des humanistes et vous avez l'idée des autres. L'idée des autres, c'est quoi? Quand un corps est gangréné, on coupe le membre gangréné qui a la gangrène. Ben, un criminel, c'est pareil. Quand il n'est plus là, ben ça y est, le corps est sauvé. Ah bon? Et puis vous avez les mêmes qui disent, mais vous savez, César et Lombroso a parlé du criminel né. Ça veut dire qu'il y a des individus qui ne sont pas sauvables. On ne peut pas les sortir. Ce qui est faux. On sait maintenant, de façon absolument certaine, que tous les calculs qu'a fait Lombroso étaient faux. C'est de la pseudo-science. Le criminel né n'existe pas. Et comme dit Marcel Guillaume, et Claude le répète souvent, hein, Marcel Guillaume disait, mais n'importe lequel d'entre nous peut devenir un criminel un jour ou l'autre. N'importe lequel. On peut sortir du chemin. Mais en politique, c'est très vendable ça, le laxisme, le fait de ne rien faire, etc. Et de l'autre côté, on a les humanitaires, les idées humanitaires, les humanistes. Et deux personnages importants, moi je les aime beaucoup l'un et l'autre, hein, ils sont très différents. Vous avez d'un côté l'idéaliste, Jaurès, de l'autre côté le pragmatique, Clémenceau, mais tous les deux sont liés par beaucoup d'idées fortes. La première, c'est qu'ils sont anticléricaux, très franchement. Ils vont être pour beaucoup dans la loi de 1905 sur la séparation des églises et de l'État. Ils sont pour l'amélioration du sort par le progrès social. Ils sont pour l'amélioration des conditions de travail. Seulement vous en avez un, Jaurès, qui veut le faire de façon radicale par la Révolution et surtout par la modification de l'exploitation des richesses, c'est-à-dire lui, il veut que ce soit l'État qui prenne en compte les compagnies, etc., donc un système collectiviste, et que nous devenions tous des ouvriers de l'État. Et ça, Clémenceau n'y croit pas du tout. Donc c'est quelque chose qui va opposer les deux hommes très très longtemps. Et une autre chose qui les différencie, c'est que Clémenceau croit dans le progrès social et il veut aller vite. Mais le problème là, c'est que son parti, lui non, il ne veut pas aller vite. Et ça doit être frustrant de vouloir réussir quelque chose et voir que le monde ouvrier vous échappe, vous lui tendez la main mais il ne veut pas la prendre parce que ce que vous aviez promis l'année d'avant, c'est toujours pas là. Et donc vous avez comme ça ce problème entre tous les deux. Et encore une fois, je dis que moi, dans le monde politique, j'aimerais bien aujourd'hui, trouvez-moi un Jaurès, trouvez-moi un Clémenceau. C'était quand même deux personnages incroyables. Et alors ils ont un autre point commun. Ils sont tous les deux pour l'abolition de la peine de mort. Tout simplement parce que, l'exemplarité, ils n'y croient pas, et ils ont raison. À l'époque, entre 1900 et 1905, c'est l'époque où on coupe le plus de têtes, la guillotine n'arrête pas de fonctionner. Et c'est l'époque, comme je vous l'ai dit, où il y a le plus de crimes. Expliquez-moi l'exemplarité que ça peut avoir alors. Il y a vraiment un problème. L'autre chose, c'est vous coupez la tête de quelqu'un pour vous apercevoir l'année d'après que ce n'est pas lui. Parce qu'on a des affaires, vous savez, dans l'affaire par exemple de la bande à Bonneau, on s'apercevra que le rôle de Dieudonné n'est peut-être pas celui qu'on lui prête, et notamment son intervention lors d'un des braquages. Comment revenir en arrière quand vous avez utilisé la guillotine? Non, ce n'est pas faisable. Et puis la troisième chose, c'est que, il faut le dire aussi, voir toute cette foule, parce que toutes les exécutions se font en public, voir toute cette foule surexcitée devant la mort d'un homme, moi je suis comme Victor Hugo, quoi. L'impossibilité d'accepter quelque chose comme ça, quoi. Et donc, on a la volonté de ce centre-gauche et de cette gauche de supprimer la peine de mort. Et pour ça, le ministre de la Justice, en 1906, qui est un radical, et dans un gouvernement radical socialiste, eh bien, la commission des finances de l'Assemblée, elle propose de supprimer les crédits du bourreau, Anatole Deibler. Et donc, c'est au garde des Sceaux qui s'appelle Guyot de Seigne de décider. Et Guyot de Seigne fait quelque chose d'incroyable. Il dit « Non, je ne veux pas de la peine de mort. » Il est pour la peine de mort, mais il dit « Je ne la veux pas par la petite porte, pas en catimini. » Donc, on rétablit les crédits pour le bourreau, et je vais préparer un texte. Il prépare le texte, sauf qu'il meurt.
Il est remplacé par Aristide Briand, qui est un homme que j'aime aussi beaucoup, et qui va d'ailleurs avoir le prix Nobel de la paix, bien des années plus tard. Et Aristide Briand, il prépare un projet de loi pour la fin de l'année 1907. Donc vous vous dites, bon, la sécurité, les Apaches commencent à être réduits au silence. Pourquoi? Eh bien parce que ça marche, le système de l'épine. Ça fonctionne. En juillet 1907, un fourgon cellulaire part du 18e arrondissement, de l'hôtel central, du commissariat central du 18e arrondissement, les paniers à salade de l'époque, avec des chevaux, avec une sorte de roulotte, imaginez une roulotte, avec les détenus à l'intérieur, part du 18e, et dedans il y a des Apaches qui ont été serrés, qui ont été capturés pendant la nuit. Et ils partent vers le dépôt, vers ici, le quai des Orfèvres, le quai de l'Horloge. Et ils se font attaquer par les Apaches. À hauteur de la chapelle, ils se font attaquer par une dizaine d'Apaches qui cernent, qui lancent des pierres sur les bêtes, les chevaux pour les faire se lever, qui bloquent, qui décrochent les harnais. Oui, sauf que aussitôt ça siffle et aussitôt des cyclistes, des hirondelles arrivent. Pour certains, se déplacent pour prévenir le commissariat le plus proche, qui très très rapidement appelle tous les autres. Et en moins d'une heure, tout le quartier est cerné. Et la plupart des attaquants vont être envoyés en prison. Donc vous voyez, ça marche. Il faut simplement faire bien fonctionner le dispositif. Et il a fallu du temps parce que, comme je vous l'ai dit, les hirondelles, la mise en place, c'était à partir de 1901. Mais rendez-vous compte, on a vraiment une preuve de leur efficacité plusieurs années après. Et c'est pareil pour le matériel, c'est pareil pour l'équipement, c'est pareil pour un tas de choses. Mais ça marche. Donc, les Apaches, à ce moment-là, sont plus trop à la mode. Ils font plus suffisamment peur au public. Il faut trouver autre chose. Et là, malheureusement pour les abolitionnistes, j'adore cette carte postale parce qu'on voit donc à gauche, c'est un Apache qui dit « Mais comment ça, plus de guillotine? Mais il manquerait plus qu'on nous enlève aussi Biribi et les Bandaf, il ne nous resterait plus rien. » Bon, c'est une moquerie, tout ça, c'est quand même des cartes postales et ce que je vous ai montré, des journaux populaires qui sont quand même une tendance bien populiste. Mais c'est quand même un sujet à l'ordre du jour. Et il y a une affaire qui va complètement rebattre les cartes, comme quoi le fait divers peut avoir des conséquences incroyables au plan politique, au plan de l'histoire d'un pays. Et c'est l'affaire Soleilland. C'est un terrible fait divers. Soleilland est un ébéniste. Il habite à côté de Charonne, donc quartier populaire. Et un après-midi, juste en début d'après-midi, le 31 janvier 1907, il se présente chez des amis, Erdelrich, c'est toujours très difficile à prononcer, qui ont une petite fille qui s'appelle Marthe. Elle a 11 ans. Et Albert Soleilland dit ma femme Julienne, que la petite adore, elle a 2 places pour aller à Bataclan, pour voir un spectacle. Et elle lui a promis de l'emmener. Alors je viens la chercher pour l'emmener rejoindre Julienne. La maman Marie dit il n'y a pas de problème. Elle met une jolie robe à carreaux à la petite, elle lui donne un parapluie parce qu'il fait mauvais. Et en avant, elle part avec Albert. Et la maman ne la reverra jamais plus vivante. L'après-midi même, vers 5h30, Soleilland revient. Il a l'air complètement affolé. Je ne sais pas où est la petite, je ne comprends rien. J'ai emmené la petite à la maison. Et là, ma femme a dit non, le patron veut que j'aille finir des corsets. C'est urgent, je ne peux pas aller avec elle. Emmène-la, sinon on va perdre les billets de faveur. Emmène-la à Bataclan. Donc là, c'est le quartier où ils habitent. Et Bataclan, c'est ça. C'est une sorte de pagode chinoise. C'est un concert, un cabaret très très connu. Donc, Soleilland dit qu'il a emmené, donc à la demande de sa compagne, concubine Julienne, il a emmené Marthe à Bataclan, que là-bas ils sont arrivés, ils se sont installés au premier étage, ils ont commandé des cafés crème, et qu'à l'entracte, elle a voulu aller au cabinet, et elle n'est jamais revenue.
qu'il l'a cherché, qu'il ne l'a pas trouvé, qu'il a fait tout le tour du pâté de maison, qu'il a été... Rien, nulle part. Donc en désespoir de cause, il a refait le cheminement et dans plusieurs fois, rien. Bon. Et donc il arrive en disant ça à la famille, quoi, à Marie et à Nicolas Ergelrich. Ils sont éprouvés. Ils attendent un peu et plus tard, ils vont au commissariat Saint-Ambroise pour dire, voilà, notre petite a disparu. Ah ouais, mais peut-être qu'elle s'est simplement égarée en sortant, elle est sortie par la mauvaise porte de Bataclan et puis on va la retrouver. Donc ils ne lancent pas des recherches tout de suite, sauf qu'ils préviennent tous les commissariats. C'est le principe, tous les commissariats de la Seine sont prévenus. Le lendemain, pas de nouvelles de la petite. Donc on retourne au commissariat et là, commence à poser quelques questions à Soleilhan. Le commissaire le prend à part et lui dit « Mais vous avez prévenu là-bas, sur place, ils ont cherché, ils ont... » Et là, il dit « Ah non, non, j'ai parlé à personne, il y a quelque chose qui ne va pas. » Donc, ça change. Ce n'est plus le commissariat, c'est le quai des Orfèvres. C'est la sûreté qui va s'occuper de l'affaire. Et là, on change de ton. Parce que la première chose que fait la sûreté, c'est de vérifier les fichiers. Et on trouve que Soleilhan, il est connu. Il est connu pour une escroquerie pour laquelle il a été condamné, et pour laquelle une somme reste à payer. Une somme, ça veut dire qu'on peut le garder en détention. Parce qu'à l'époque, il faut savoir, la garde à vue n'existe pas. On a le droit de conserver les gens pendant 24 heures, mais après, il faut les présenter à un magistrat. Mais lui, on peut le garder un peu plus, parce qu'il a justement cette peine exécutoire. Et il le garde un peu, et il commence à parler avec lui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Et là, il explique, il dit, on est arrivé, ce que je vous ai dit, on a voulu aller aux toilettes et tout. Il raconte la même histoire. D'accord. Le 36, qu'est-ce qu'ils font? Une enquête de voisinage, c'est-à-dire qu'ils vont demander aux voisins. Ils font aller voir le personnel de Bataclan. Personnel de Bataclan, personne. Parce que lui, il dit, on a été servi par un garçon de 30-35 ans. Voilà. J'ai vu le spectacle avec Madame Godet, qui est un peu là. C'était un peu chaud, quoi. Hein. Bon, mais ça ne m'a pas trop plu. Puis j'avais peur par rapport à la petite, que ça la choque et tout. Bon, d'accord. Il décide d'aller faire une reconstitution là-bas. Et là, il y a des tas de choses qui ne vont pas. D'abord, personne n'a vu cet homme et la petite Marthe. Personne. On ne les a pas vus. D'autre part, Godet, là, la fameuse chanteuse un peu olé olé, ce jour-là, elle était grippée. Et c'est un homme qui l'a remplacée. C'est quelque chose qui se remarque, non? Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Alors le policier du 36 lui dit, mais contre les billets de faveur, on vous a donné des coupons. Ils étaient de quelle couleur? Rouge. Non, ils étaient verts ce jour-là. Ah oui, d'accord. Tout sonne faux. Tout. Et l'enquête de voisinage va apporter le plus, parce que la voisine, une des voisines en face, a remarqué la petite à 2h30 chez Soleilhan. Ça veut dire que non seulement elle était bien là-bas, mais qu'en plus à 2h30, c'est-à-dire au moment où il devrait être à Bataclan. Il a menti sur les horaires, complètement. Interrogatoire, et il avoue tout. Il dit, voilà, Julienne n'était pas là, j'ai voulu emmener quand même la petite à Bataclan, elle a refusé d'y aller sans Julienne, une épreuve de force, j'ai été idiot, je l'ai serré trop, je l'ai étranglé, bon, mais je ne lui ai rien fait d'autre. Et puis après, j'avais tellement peur des conséquences de mon acte que je l'ai enroulé dans de la toile d'emballage, je l'ai prise sur mon épaule et je l'ai emmené dans une consigne de la gare de l'Est. Ils vont à la gare de l'Est, ils trouvent le corps. Effectivement, la petite est bien dans cette toile d'emballage. Autopsie, et l'autopsie dit que non seulement elle a été étranglée, coup de couteau au cœur et violée. Soleilhan, on dira que j'ai perdu la tête, je suis incapable de me rappeler. Toujours est-il que vous voyez, il faut bien le dire, ce sale type, il va passer devant le tribunal
Et là, comme je vous l'ai dit, on est en pleine époque où Armand Fallières, le président Armand Fallières, gracie systématiquement. Donc, il y a une épreuve de force entre l'opinion publique pour et l'opinion publique contre. Et exploitation, et notamment le Petit Parisien qui fait un référendum. Que ceux qui sont pour la peine de mort nous écrivent qu'ils sont pour, et ceux qui sont contre nous l'écrivent. Et ils font ce référendum. Alors le Petit Parisien, il faut savoir que c'est 1,5 million de tirages. Et là, 1,4 million. Et là, ils vont avoir 1,5 million de réponses. 300 000 seulement pour l'abolition de la peine de mort. Tous les autres sont pour le maintien de la peine de mort. Armand Fallières, il est conforme à ses convictions. Il commue sa peine, et il le dit d'ailleurs à son avocat quand il le lui annonce. Il le dit qu'il n'a aucune espèce d'estime pour cet homme, pour lui c'est un... Bon, on n'utilise sans doute pas ce mot-là, mais c'est un salopard, mais par principe, contre la peine de mort, il le gracie et il l'envoie en Guyane. Alors bon, je vais vous dire, on l'appelle la guillotine sèche, la Guyane, parce que là-bas, il va vivre une dizaine d'années dans des conditions épouvantables, il va mourir sur place de la tuberculose, et surtout, et tant mieux, pour ce genre d'individu, on peut difficilement avoir une forme de quelconque sympathie, mais surtout, il va vivre à l'isolement, parce que les premières périodes, ils vont le mettre avec les autres, et très vite, on va savoir qui c'est, la petite Marthe. Il va avoir droit à des tas d'abus, il faut le dire, et à un moment donné, on le met à part, on le met à l'isolement pendant une très longue période. Et il va mourir, donc, au bout d'une dizaine d'années. Voilà, les journaux continuent d'exploiter. Briand dépose son projet de loi. Donc c'est simple, la peine de mort est abolie. On ne peut pas plus simple. Un article. C'est discuté devant la Chambre des députés le 8 décembre. Alors bien sûr, je le dis honnêtement, je pense que si Clémenceau avait pu... Il ne pouvait pas parler, il était chef du gouvernement, il ne pouvait pas parler. Il était contre la peine de mort et il n'a pas parlé. Jaurès a essayé. Bon, le problème, c'est que quand vous avez toute une partie de l'opinion publique qui est remontée, l'affaire Soleilland a eu un impact énorme. Ah, j'ai oublié de vous dire aussi que même les Apaches ont été utilisés dans l'affaire Soleilland. Au début, quand la petite a disparu pendant les 3 premiers jours, vous savez ce que disait la presse populaire? Elle disait, mais c'est les Apaches qui ont fait le coup, puisque c'est dans le quartier Saint-Maur où il y a plein d'Apaches. À tous les coups, la petite est partie en un réseau de prostitution pour les enfants. Donc vous voyez, il y a quand même toute une exploitation de cette idée de l'insécurité qui est faite. Alors, c'est comme ça. Et donc là, échec complet. Il faudra attendre à partir de là de longues années avant qu'un certain Robert Badinter propose un texte en 1981 et que la peine de mort soit... Alors à l'époque, il y avait déjà des pays comme l'Italie et la Belgique qui l'avaient abolie. Et il n'y avait pas eu du tout d'augmentation du nombre des crimes. Pas du tout. Alors la fin du phénomène Apache, comment a-t-il fini? Comme je vous l'ai dit, à partir du moment où les effectifs policiers arrivaient à intervenir rapidement, à partir du moment où la mode est finie, ils ont disparu d'eux-mêmes, mais il s'est passé autre chose. Vous vous rappelez, là je vous ai parlé de la belle époque. Là on va arriver dans une autre époque que Hemingway va appeler la génération perdue. C'est ça qui va finir avec le phénomène Apache. Tous les jeunes, c'est au front qu'ils vont mourir. C'est comme ça. Donc ils vont défendre le territoire national et ils vont aller mourir ou dans les combats ouverts du début qui ont été meurtriers, ou dans les tranchées et dans les bombardements, etc. Casque d'Or, elle va vivre un peu plus longtemps. Vous savez ce qu'elle devient? Mère Maquerelle. Elle ouvre 3 bordels. Elle est patronne de 3 bordels. Il faut dire qu'elle a écrit ses mémoires qui ont eu un succès de librairie extraordinaire.
grâce à cela, elle tient 3 bordels, 3 maisons closes, et elle discute très facilement avec les journalistes, raconte sa vie, dit à quel point elle est contente du métier qu'elle fait, de faire qu'on donne du plaisir aux hommes, et tout ça. Bon, tant mieux, chère Amélie. Et elle va mourir tôt. Elle va mourir en 1933. Et vous savez qui meurt en 1933 aussi? C'est Lépine. Lépine meurt en 1933 aussi, mais beaucoup plus vieux lui. Et donc c'est marrant parce que ça fait le lien entre les deux personnages et une certaine époque. Et je dois le dire, bizarrement, j'aime beaucoup Amélie. J'aime beaucoup Casque d'Or parce que je trouve que finalement, il faut quand même comme ça savoir être ce qu'on est, accepter et se battre quand on a envie de vivre sa vie, de la vivre comme on veut, comme on souhaite la vivre. Et puis vous dire aussi de voir, si vous avez l'occasion de voir le film de Becker, c'est vraiment très agréable à voir, c'est un très beau film. Et voilà, j'espère que cette conférence vous a plu. Merci beaucoup.